Tov, on y va, Boker Tov. Alors, on est au deuxième pasouk. Deuxième pasouk, on va essayer d'avancer un petit peu dans les psukim et de dire rapidement quelques idées qui nous permettent de comprendre encore mieux ces psukim-là. Alors, Bayami Mahem. Alors, Lili Nishmat, Shmuel Ben Israël. Bayami Mahem, à cette époque-là, Keshevet Amelech Achashverosh, Al Kiseh Malchuto, Asher Beshushan Abira. Alors, on dit à cette époque-là, à l'époque du règne d'Achashverosh, donc après avoir situé au niveau historique quand est-ce que le pouvoir d'Achashverosh a commencé à être exercé, on nous dit à cette époque, lorsque Keshevet Amelech Achashverosh. Alors quand le problème c'est, pour traduire on va dire facilement, on va dire lorsque le roi s'est installé, Al-Kiseh Malchuto, sur son trône royal, Asher Beshushan Abira, qui a été à Shushan Abira. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut relever, plusieurs petites précisions qu'on peut relever ici. Déjà, on nous dit Keshevet. Le kaf est toujours utilisé dans la Torah comme étant un parallèle, une ressemblance. C'est relatif, comme, c'est toujours comme. On appelle ça kaf adimayon. Normalement, on aurait dû dire, s'il était question d'une vraie installation sur son trône royal, Beshevet. Keshevet. Alors il y a plusieurs. La réponse principale à ça, qui est ramenée dans les Sfarim, c'est que véritablement, à chaque fois qu'il est question d'un personnage qui va s'asseoir sur un trône et qui va exercer un pouvoir, ce n'est qu'une apparence. Puisque le seul véritable et unique roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui est assis sur un trône royal. Par contre, il laisse l'illusion à certains individus, comme des présidents, comme des rois, d'avoir cette sensation de régner, d'exercer un pouvoir sur certaines personnes. Alors qu'on sait très bien que toutes les royautés, à un moment donné, sont amenées à tomber, voire du moins à être fragilisées. Et c'est pour ça qu'on utiliserait le kaf, keshevet, lorsque, comme lui aussi, il a eu la sensation. À part ça, le mot... Qu'est-ce que le Passouk vient nous dire ici? C'est un moment important dans le règne d'Achashverosh. On était apparemment la 3e année de son règne. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est la 3e année du règne, le roi vient s'asseoir sur son trône royal. C'est bizarre, le roi s'assoit sur son trône royal le premier jour de son règne. C'était peut-être instable, il avait peut-être pas réglé le... Alors, en fait, on avait donné l'explication du Gaon de Vilna, bon, malheureusement, on ne l'avait pas enregistré. Je vous l'ai dit vraiment très très rapidement, qui est une explication merveilleuse. En fait, en vérité, Achashverosh il avait dans ses richesses, il possédait le trône royal de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech s'était fait un trône avec 7 marches en or massif. Au bout de chacune des marches, il y avait des animaux royaux. D'accord, il y avait un lion, il y avait un aigle, il y avait une panthère, il y avait des... Et Shlomo HaMelech, qui maîtrisait la matière et ses énergies, avait fait un système que lorsqu'il mettait le premier pied sur la première marche, les animaux qui se trouvaient aux extrémités de la marche se mettaient à bouger et le portaient sur la deuxième marche. Et ainsi de suite, la troisième, la quatrième, jusqu'à qu'il arrive en haut et il s'asseyait comme ça. C'était impressionnant. Et d'ailleurs, on raconte, il y a l'histoire d'un personnage, un roi non juif, qu'on appelle Paro Chagira, le pharaon boiteux. Le pharaon boiteux avait été un de ces rois qui avait réussi à capturer donc ce monument exceptionnel, et que lorsqu'il avait essayé de s'asseoir sur ce trône, au lieu d'être porté par les animaux s'étaient mis à bouger, mais il l'avait mordu. Et donc à partir de ce jour, il est devenu boiteux. Et Achashverosh savait ça. Savait très bien, dans l'histoire des rois, il était connu qu'un roi avait essayé de monter sur ce trône, mais qu'en fin de compte, il en était sorti blessé. Alors qu'est-ce que Achashverosh a fait? Il a dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais faire une copie, on va faire un double. Et il a cherché l'artisan le plus apte à réaliser au détail près ce trône-là. Et il l'a trouvé dans la ville de Shushan, qui était loin d'être une capitale. Shushan était une petite bourgade, on va dire tranquille,
puisque, comme on a vu précédemment, les rois siégeaient à Bavel, en Babylonie. La Babylonie, c'était vraiment là-bas le siège royal, la métropole. Et donc il a demandé à cet artiste, à cet artisan, de lui reproduire à l'identique ce trône. Et effectivement, cela aurait mis quelque temps. Mais au bout d'un certain temps, lorsqu'ils ont vu que le trône était trop massif, ils ont constaté qu'il y avait un problème de transport. Il dit, comment on va l'amener à Bavel? Donc le roi a dit, il n'y a pas de problème. On va construire... on va construire le trône. On va construire le royaume autour du trône. Et effectivement, ça a mis 3 ans pour pouvoir construire le trône et le royaume autour. Voilà. Donc ils ont dû mettre le palais autour du trône et déménager tout le gouvernement dans cette petite bourgade qui était Shushan. Et le grand devine explique quelque chose de merveilleux. Il dit, mais tout ça pourquoi? Parce que Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Il y avait un homme juif, Mordechai, qui était à Shushan. Et il fallait que l'histoire se passe à travers Mordechai. On l'avait déjà expliqué. Et donc, c'est, on va dire, cette 3e année, Achashverosh aurait célébré la conclusion de ce trône royal dont il rêvait. Vas-y, fais ton truc. Non. Tu vas prendre le café. Si. Ça ne doit pas enlever du confort des gens qui sont présents. Ça, c'est la priorité. Après, voilà, c'est une deuxième valeur. Top. Alors, donc d'après ça, on comprend ici qu'on dit Bayami Mahem, à cette époque-là, il s'est assis sur son trône qui est Asher Beshushan Abira. Le trône qui était à Shushan Abira. Donc c'était toute la raison pour laquelle il allait faire ce festin. C'était justement pour redorer son image, recrédibiliser sa royauté, en invitant toutes les délégations du monde entier pendant 180 jours, comme on va le voir tout de suite. Alors ça aussi, maintenant, je reviens à des commentaires, on va dire, plus rationnels, tels que la Gemara. La Gemara nous dit que Shevet Amelech Achashverosh, c'est là qu'il a eu la sensation que son règne était officiellement installé. C'est-à-dire qu'un homme peut occuper un rôle, imaginons un type, il va dans une entreprise pour devenir le gérant, le directeur de l'entreprise. Il est très possible que les premiers mois, voire les premières années, bon, il est nouveau, est-ce que les gens vont accepter la nouvelle façon de faire, la nouvelle méthode de travail, etc. Et à un moment donné, bon, voilà, il est là, il a son poste, tout le monde l'a accepté. Et donc on peut tout simplement dire qu'il est question de ça ici, que la 3e année, Achashverosh a compris que son règne était officiellement reconnu par les habitants des 127 provinces. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, Bayami Mahem, à cette époque, Eshevet Amelech Achashverosh, lorsque le roi a eu l'impression d'être installé. Le 3, c'est le Chazak. Exactement. Et la 3e explication qui va aussi dans ce sens-là, ici on parle, vous savez, il y a un terme très important chez nous, qui s'appelle le Yishuvadat. Le Yishuvadat, c'est la sérénité d'esprit. Il y a un mot que vous aimez utiliser, qui rejoint un petit peu ça, c'est... L'insouciance. Si, vous m'avez... Pas l'insouciance. Oui, une sorte d'insouciance. Oui. Avant qu'un être humain connaisse le drame d'un deuil, il vit dans un niveau d'insouciance. D'accord, le jeune vit dans un certain niveau d'insouciance. Vous savez, Yishu Vada, avoir l'esprit posé. D'accord, une sorte de sérénité que l'on perd au fur et à mesure de la vie. Et que l'on peut perdre de façon encore plus violente à travers différentes épreuves. Et on nous dit ici, ce roi-là, Achashverosh, savait très bien qu'il y avait un élément qui pourrait fragiliser sa royauté, son pouvoir, c'était le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Or, ces années-là où il a régné étaient censées se terminer les 70 ans d'exil entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, qui avait été prédit par le prophète Jérémie. Et donc, c'était le moment où... C'est extraordinaire, parce que en fait, les Juifs alimentaient un espoir
que ça y est, allez, ça va finir, ce cauchemar, le Beth Amikdash a été détruit, c'est derrière nous. Maintenant, on va voir le deuxième Beth Amikdash, il va être encore plus beau, encore plus magnifique, encore plus impressionnant. Et Achashverosh savait que c'était l'élément on va dire, qui lui faisait peur, qui pourrait fragiliser éventuellement l'étendue de son pouvoir. Et à cette époque-là, Yami Mahem, pour lui, c'était la fin des 70 ans. Je ne vais pas revenir sur tous les événements. Comment il savait que c'était une vraie prophétie? Parce qu'on avait dit Les Juifs... faut qu'il prouve le prophète que ce qu'il dit est vrai. Comment ils savaient, eux, que c'était une vraie prophétie des 70 ans? Alors, d'abord, dans l'histoire des rois, on voit très bien que même les rois non juifs ont toujours entendu parler de l'histoire de la sortie d'Égypte, de Paro. Shamou Amim Irgazoum, on dit tous les jours dans la Shira, Shamou Amim, les peuples ont entendu Irgazoun, ils se sont mis à trembler. Chil Achaz Yoshve Pelachet, les habitants de Pelachet, les Palestiniens, Chil Achaz ont été pris de tremblement. Et ça, c'est quelque chose qui perdure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un roi qui n'est pas censé connaître l'histoire des Juifs, parce qu'ils savent très bien que les Juifs, quand ils se mettent à régner, ils défient toutes les lois de la nature. Donc à partir de ce moment, on le voit même avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a pas détruit personnellement le Beth Amikdash. Il a envoyé Nebuzradan, son général d'armée. La Gemara dans Git, il nous raconte qu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, un des ennemis, un des empereurs qui régnait sur Israël était venu et avait tiré une flèche en l'air pour voir est-ce que Dieu acceptait de détruire Jérusalem. Est-ce que c'était dangereux pour lui de le faire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une flèche dans un sens et la flèche a pris la direction de Jérusalem. C'est marqué avec là-bas qu'il s'est tourné un autre sens. Et la même chose. Dans les 4 points cardinaux, la flèche allait vers Jérusalem. Donc il a compris, oulala, ça veut dire que le bon Dieu est en phase, on va dire, de colère avec ses enfants et qu'il a l'intention de détruire Jérusalem. Et c'est là qu'il a demandé à un enfant, et l'enfant lui raconte son pasouk, dans lequel Dieu dit « Je m'en prendrai à ceux qui vont détruire ma maison ». Donc là, il s'est dit « Donc on voit très bien, c'est quelque chose de récurrent. Un gouverneur, quelqu'un qui exerce un certain pouvoir, connaît l'histoire des Juifs et surtout, on va dire, ce qu'il encourt par rapport à son propre royaume. Alors, d'après ça, on peut expliquer aussi, Yami même que Shevet Amelech Achashverosh, lorsque, à cette époque-là, pour Achashverosh, le compte des 70 ans était terminé. Et apparemment, il n'y avait rien, aucun événement naissant qui allait prédire que les Juifs revenaient à Jérusalem. Non, il n'y avait rien. Donc, Nikyashva Dato, il s'est apaisé. Ah, bon, c'est bon, c'était pas vrai alors. Ça n'a pas marché. En fin de compte, Dieu, il a sûrement changé d'avis. C'est comme ça qu'on explique. Yami même Keshevet. Nikyashva Dato. Son esprit s'est apaisé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a sorti les Kelim du Beth Amikdash, etc. Alors, on continue dans le passouk d'après. Bishnat Shalosh le Molcho, passouk Gimel. Bishnat Shalosh le Molcho, à la 3e année de son règne, Asa Mishte, il a organisé lui-même, il a fait un festin, les Chol Sarah Va'avadav, pour tous ses sujets, pour tous ses ministres et ses sujets. Chel Paras Umadai, savoir l'armée de Perse et de Mède, qui étaient, on va dire, les deux royaumes qui régnaient sur le monde entier à l'époque, à Partémim. Ce sont aussi les différents sujets, Vessari, Medinot, les Fanav, et tous les ministres, tous les gouverneurs des différentes provinces, des différents pays qui étaient contenus dans les 127. Behar Otto, on nous dit comme ça. Lorsqu'il a fait montrer, donc le but de ce festin était de faire montrer, et Osher Kevod Malchuto, la richesse, d'accord, la richesse, l'impressionnisme de son royaume, Ve'et Yekar Tiferet Gedulato. Et Yekar aussi, c'est une façon de parler de quelque chose de précieux, d'inestimable. Tiferet Gidulato, de sa magnificence, de sa grandeur, de son pouvoir. Yamim Rabim, pendant de nombreux jours, Shmonim Umeatiom, 180 jours. Donc le roi organise au bout de 3 ans un festin, une fiesta qui dure 6 mois. Alors quand est-ce qu'ont eu lieu? J'ai lu ce matin quelque chose de très intéressant. Quand est-ce qu'ont eu lieu? À quel moment de l'année ont eu lieu ces 6 mois-là? Alors j'ai lu une explication. D'après
un avis. Ça aurait commencé Rosh Chodesh Nissan, pour nous. Ça coïncidait en tout cas. Lui, il n'a pas voulu le faire Rosh Chodesh Nissan. Mais la date à laquelle il a commencé son mixté, c'était Rosh Chodesh Nissan. 6 mois, c'est jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'au mois de Tishri. Mais puisque nous, on fonctionne avec des mois lunaires et eux avec des mois solaires, alors ça a fini, les 6 mois ont fini exactement le 4 Tishri. Et le 4 Tishri, comme on va voir dans le passage d'après, il organise cette fois un deuxième festin de 7 jours pour les habitants, et d'après certains même pour les juifs uniquement, qui habitaient à Shushan. Et donc, on va voir après dans la suite, que quand est-ce que les choses ont commencé à se gâter? Le 7e jour. D'accord? Bayom Hashevi'i, Ketov Lev Amelech Bayain. Le 7e jour, lorsque le roi était bien dans le vin qu'il avait bu. Et donc ça tombe, tu as compris tout de suite, ça tombe avec Kippour. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? En fait, le Achashverosh voulait que les Juifs, il s'est dit, tiens, ça tombe super bien, je les invite maintenant, je fais 7 jours, eux ils vont venir, ils ne vont pas refuser, je vais leur faire tous leurs fantasmes, je vais leur offrir de la nourriture cachère, la méadrine, mais le but, c'est de faire sauter Kippour. C'est qu'à la fin, à l'apothéose, le feu d'artifice, le final, d'accord, on va être des femmes à tout va le jour de Kippour. Les jours avant, ils seront là pour la bouffe, et à la fin, je vais leur faire sortir les femmes. D'où d'ailleurs, il a pris... C'était même pas un test, il était persuadé que ça allait se dérouler comme ça. Exactement. Tout le but, c'était ça. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, à la fin, il demande à Vashti, il demande à sa femme, à son épouse, de venir nue devant tout le monde. Quoi? C'est ce que Achashverosh a demandé. Justement, il a donné l'exemple. Voilà un aperçu de ce que je vais vous proposer à vous. La débauche. Exactement. Et d'après ça, j'ai compris d'après ça la raison pour laquelle, parce qu'il y a une véritable question qu'on avait posée au nom du Raformen, comment se fait-il que cette fête on l'appelle Purim? Purim, en fin de compte, c'est la méthode utilisée par l'ennemi, d'accord, pour nous anéantir. Depuis quand on appelle une fête au nom de la méthode utilisée par notre ennemi? Pour le savoir. À la rigueur, dit quelque chose par rapport à nous. Mais c'est comme on avait expliqué, c'est comme Yom Ha'atzmaut par exemple. Vous imaginez qu'ils se sont réunis à la Knesset. Bon, les mecs, comment vous pensez qu'on va appeler ce jour-là? Ouais, chacun il a dit le jour de la victoire, l'autre le jour de la dépendance. Il y en a un qui dit, moi je pense qu'il faudrait appeler ce jour Yom Tokarev. Pourquoi Yom Tokarev? Il dit non, parce que les soldats qui ont gagné la guerre de l'indépendance, parce que nos ennemis auxquels on a fait face pour la guerre de l'indépendance nous ont attaqués avec des armes russes de marque Tokarev. Alors c'est comme si un type il va dire bon alors on va appeler Yom Ha'atzmaut Yom Tokarev parce qu'on a gagné la marque des armes avec lesquelles ils nous ont attaqués. C'est complètement débile ça tient pas. Donc il dit nous c'est la même chose, on appelle ça Purim, mais Purim c'est la méthode utilisée par Aman pour nous anéantir. D'après ça on comprend très bien. Parce qu'en fait, son but à lui, c'était de nous anéantir en nous imposant, en nous proposant la débauche, le jour de Kippour, pour faire sauter Yom HaKippourim. C'est pour ça que Kippour, à la rigueur, Kippour est devenu, avec l'histoire, le semblant de Purim. Il est comme Purim. Extraordinaire. C'est véritablement, le véritable jour, c'est Purim. Kippour n'est que comme Purim. C'est un jeu de mots exceptionnel que les Chachamim ont vu dans cette appellation de fête. En tout cas, donc d'après ça, pourquoi cette fête? On dit aussi que Nassé Venishma, Venishma, c'est à Purim. On a vraiment compris qu'on a vraiment interdit la Torah. Exactement. Ça, c'est ce que là, on va voir ça, on va voir ça plus loin. D'accord. En tout cas, donc on continue dans les psukim. Uvimlot hayamim ha'ele. À la fin de ces jours-là, à la terminaison de ces jours-là, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il y a eu 180 jours de festin pour le monde entier et 7 jours pour les habitants de Shushan? Ou est-ce qu'il y a eu 180 moins 7 et les derniers 7 jours étaient pour les habitants de Shushan? Bon, peu importe. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin, en tout cas, la terminaison, la conclusion, le finish de ces 180 jours de festin? Qu'est-ce qu'il a fait? Asa Amelech, lechol ha'am animtseim b'Shushan abira. Il a fait pour le peuple. C'est qui le Ham? Ham, c'est les Juifs. Il l'a fait pour les Juifs. D'accord? La deuxième partie, le deuxième acte de son festin était pour les Juifs qui habitaient à Shushan.
Les Migadol Vat Katan, du plus grand au plus petit, Mishte Shivat Yamim, il organisa un festin qui allait durer cette fois 7 jours. Bachatzar Ginad Bitan Ameler, donc dans une des cours du palais. Mais à Shushan. Hein? À Shushan, oui. à Shushan, parce que le palais est à Shushan, de toute façon. Et tout ça, c'est à cause du trône qui va à Shushan. Oui, bien sûr, oui. Comment l'expliquer auparavant? Transporter, c'est ça. Nahon, exactement. Alors, je vous ai envoyé dans le groupe un texte, je pense il est très très important. Parce qu'il se passe quelque chose ici de très très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une similitude, on voit à travers le Targum, une similitude entre Mordechai et Aman, avec l'histoire de Yaakov et Esav. Vous savez que Aman est appelé à maintes reprises dans le Targum Avda de Misdabin Betulma de Nahama. Aman est appelé le serviteur du roi qui s'est vendu pour une miche de pain. En fait, d'après certains, juste avant les 3 ans, il y avait un pays, notamment l'Inde qui s'apprêtait à se rebeller contre le roi Achashverosh. Et Achashverosh aurait envoyé là-bas des troupes, des militaires, d'accord, pour rétablir l'ordre et s'assurer de la soumission de l'Inde au royaume d'Achashverosh. Et 2 des légions qui sont parties, une était à la tête, Mordechai était à la tête, et l'autre, Aman était à la tête. C'était copain, c'était un armée. Copain, mais en tout cas, voilà, dans la même armée, et chacun était chef d'un bataillon. Et sauf que la Gemara dit, regardez la folie du rachat, regardez l'esprit du rachat. Le rachat, qu'est-ce qu'il dit? La vie, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, après il n'y a rien. Okay, dès qu'il a de l'argent, il faut dépenser. Il faut dépenser. Okay, le tzaddik, sa relation avec l'argent est beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie. Qu'est-ce qui va se passer après? Les enfants, il y a la retraite, il y a ci, il y a ça. Donc lui, il fait les choses de façon plus posée. Cette attitude a amené des circonstances différentes avec Aman et Mordechai. C'est que Aman, au bout de quelques jours, tout l'argent qu'on lui avait donné pour nourrir son bataillon avait été complètement dépensé. Et là, les types sont venus le voir. Il dit, chef, on a faim. Et lui, il est là. Il n'y a plus d'argent. Et le bataillon le plus proche de la même armée qui était à côté de lui, c'était le bataillon de Mordechai. Et il vient voir Mordechai et il dit, tu ne pourrais pas me dépanner de quelque chose? Il dit, moi j'ai effectivement, mais pourquoi je vais te dépanner? Qu'est-ce que je gagne à ça? Et c'est là que Mordechai a mis, bon, il dit, sauf si tu décides de te vendre à moi. Ça veut dire quoi? Que je te vends, moi? Il dit, non, ça veut dire que nous, on a une règle dans le Talmud qui dit, Ma chez Kana Eved, Kana Rabo. Tout ce qui appartient au sujet appartient au maître. Donc on va faire un truc symbolique. Tu vas m'écrire sur une chaussure, sur n'importe quoi qu'ils avaient dans le désert. Voilà, je sous-signais Aman, me vendre en tant que sujet de Mordechai. Et tout ça pour une miche de pain. Tout ça pour qu'il puisse nourrir, effectivement. Et c'est extraordinaire comment le bon Dieu a organisé ces événements complètement anodins, une dizaine d'années avant que l'histoire de Purim arrive. Parce qu'en fin de compte, plus Aman allait grandir hiérarchiquement au niveau du palais, et plus en véritable bénéficiaire de ça, c'était qui? Mordechai. Puisque tout ce qui appartenait à Aman appartenait à Mordechai. D'accord? Et donc on dit, c'est ça, c'est à cette époque. En fait, c'est l'histoire du festin ici, c'est juste avant ça. C'est juste avant, il y a eu la guerre, et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait une prédisposition, déjà financière, déjà matérielle, pour que tout ce qui appartienne à Aman soit véritablement la possession véritable de Mordechai. Bon, on continue avec